Alors, j'ai pas eu de Oui, notification. c'est Ok. ça. D'accord, j'attendais la petite notification. Parfait. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un webinar sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, en fait, ce webinar, il s'inscrit dans les trophées des talents internationaux. Donc, c'est un concours que le Club VIE fait depuis maintenant 4 ans. Et donc, ce concours, il consiste en fait à proposer à ce que les anciens VIE proposent des projets en fait qu'ils ont menés à bien. Et donc typiquement aujourd'hui on reçoit Anne-Laure et Nelly qui sont donc deux finalistes des TTI 2020 et qui sont donc dans la catégorie entrepreneuriat et donc plus précisément l'entrepreneuriat féminin. Donc on a décidé de partir sur ce créneau-là parce que elles vont nous l'expliquer après, mais du coup elles ont monté toutes les deux leur projet. Donc, on va avoir du coup un aspect, le projet plus abouti et à année plus 5, on va dire, et un projet qui commence enfin, à année 1, 2, on va dire, qui n'est pas encore tout à fait sorti, mais du coup, on va avoir ces deux points de vue-là. Ce qu'il faut savoir, c'est du coup que donc, les TTI 2020 ont été reportés et on n'a pas fait d'événement en présentiel pour l'instant. Donc, on verra pour faire un événement cette année, vu la situation sanitaire. Les trophées des talents, donc pour conclure sur ce point-là, les trophées des talents internationaux, donc il y a une édition tous les ans. Et donc cette année, les membres du jury, c'était donc des personnes de l'APEC, des conseillers du commerce extérieur de la France et de chez Alten, notre partenaire. Voilà, donc on va commencer tranquillement sur le retour de parcours veilleux de nos deux interlocutrices. Et donc, je sais pas, Anne-Laure, je te laisse commencer sur ton parcours veilleux, ce que tu as fait pendant ta mission, voilà. D'accord. Donc moi, c'est Anne-Laure Ponce. Je suis partie en VIE au Sénégal pendant 1 an et demi et je suis rentrée donc en mars dernier, donc au moment du confinement. Donc ma mission, c'était superviseur excellence opérationnelle. Donc en fait, il fallait que je mette en place un système d'amélioration continue au sein des différentes unités de l'entreprise. Donc travailler avec les équipes pour que chacun puisse mettre en place des améliorations dans son travail et au quotidien et que le système il soit durable. Donc voilà. Ok. Et Nelly, je te laisse présenter ta mission VIE du coup. Alors, je m'appelle Nelly Duong. Je suis partie en VIE aux États-Unis il y a un peu plus longtemps, en 2008, en tant qu'auditrice interne et fusion-acquisition pour la filiale de Red Cat, qui s'appelle Red Cat USA, qui était en fait la holding de la Redoute. Tout le monde connaît la Redoute en fait en France, là c'était la Redoute aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir à la fois, réaliser en fait des missions d'audit interne dans tout le pays. Donc, ils avaient plusieurs usines, plusieurs en fait succursales qui étaient basées à la fois à Minneapolis, Indianapolis, au Texas. Et ça, c'était vraiment une opportunité inoubliable puisque j'ai pu en fait aller découvrir ces différents pays, les cultures en fait qu'il y a, parce qu'aux États-Unis, c'est tellement grand que du coup, chaque État est aussi un peu un pays à lui tout seul. Et en parallèle, en fait, de participer à la cession d'une activité en tant qu'auditrice financière. Je suis revenue en 2009 et après, j'ai toujours eu l'envie de voyager. Donc, j'ai toujours continué, en tout cas, à voyager pendant les quelques années avant de pouvoir créer mon entreprise. Ok. Donc en fait, clairement, vos missions VIE, ça a été un peu un tremplin ou en tout cas quelque chose qui a été moteur pour vos projets. En fait, chacune de vous, après votre mission, vous avez monté du coup votre projet entrepreneurial. Et donc, on va voir pourquoi, en fait, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez monté votre projet et qu'est-ce qui a été la petite étincelle qui a fait que vous avez monté votre projet du coup. Donc peut-être Nelly, je te laisse commencer pour ce point-là. Quand je suis partie en VIE avec mes valises dans un pays en fait qu'on ne connaît pas, on passe toujours beaucoup de temps à découvrir la ville, à savoir dans quel quartier aller, quel quartier ne pas aller, et à savoir un peu comment chercher son logement. Et donc ça m'a vraiment donné l'envie de pouvoir essayer de concilier en fait quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire la data, l'informatique, avec un besoin en fait du marché qui est vraiment les gens qui partent comme ça dans un pays ou dans une ville qu'ils ne connaissent pas, comment faire pour les aider.
Et donc, c'est comme ça qu'est né Home in Love. Home in Love, on aide en fait à travers une plateforme digitale et un accompagnement humain toutes les personnes qui souhaitent déménager pour se rapprocher de leur entreprise. Et donc, grâce à de la data, ils arrivent à voir voilà, dans quel quartier ils ont, quel quartier leur ressemble. On fait une analyse en fait de la personne. Et ça, c'est vraiment oui, c'est grâce au VIE en tout cas qui m'a donné l'envie de pouvoir faire ça et le maturer jusqu'à l'entreprise que c'est aujourd'hui. Ok. Ouais, en fait, c'est, pour moi aussi, c'est en fait à mon arrivée en VIE. euh, En fait, avant de partir, donc, je suis allée voir un médecin pour avoir donc, toutes les prescriptions liées au Sénégal, toutes les recommandations médicales. Et donc, on m'a prescrit un médicament contre le paludisme et donc, qui s'appelait la Nivaquine. Donc, quand je suis arrivée, alors je suis arrivée en octobre, il faut savoir que c'est la saison des pluies, il fait très, très humide et il fait très, très chaud. Donc, déjà, pour le corps, c'est assez compliqué. Et donc, je prenais ce médicament qui avait des effets secondaires très forts, donc des nausées, des vomissements, des étourdissements. Donc, ça, ajouté à la complexité de la température et de tout ça, c'était assez compliqué pour une arrivée dans un pays où on ne connaît pas grand-chose. Et donc, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire pour, pour que ça n'arrive à personne d'autre, en fait? Comment je pourrais aider pour un peu résoudre ce problème-là? Et donc, c'était cette première question-là. Et puis ensuite, il s'est trouvé que j'ai rencontré mes deux associés en ligne sur des sites qui proposent des projets qui répondaient, qui avaient une solution qui pouvait répondre à cette problématique-là. Donc j'aurais proposé de les rejoindre. Et donc, j'ai commencé à les rejoindre pendant mon VIE. Et puis, je me suis vraiment mis à temps plein donc à mon retour en France sur ce projet-là. Donc, peut-être pour expliciter un peu plus mon projet. Donc, mon projet, il s'appelle Voyager vacciné. C'est une application santé qui accompagne le voyageur tout au long de son voyage. Donc, l'objectif, c'est qu'il ait justement les recommandations médicales et vaccinales avant son voyage en fonction de ses antécédents médicaux et de ses conditions de voyage. Et ensuite, sur place, on donne accès aux coordonnées des médecins locaux, donc proches de lui. Voilà. Donc, on rappelle que bon, c'était avant la situation sanitaire actuelle. Hein. Bon, il se trouve que maintenant, ce sera d'autant plus utile et encore plus utile d'avoir ce genre d'application. Mais du coup, ben voilà, ça, c'est les deux projets du coup de Anne-Laure et Nelly. Donc, une, c'est vraiment le médical et l'autre, c'est plus pour la mobilité géographique enfin, des collaborateurs pour leur futur, comment dire, leur futur pas maison, mais emploi, enfin pas, oui, enfin location, habitation, voilà. Ok, bah merci pour ces points-là. Donc moi je le dis, je l'ai écrit, mais je vais le dire pour tout le monde. Si vous avez des questions sur, ben je sais pas, des questions diverses et variées, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra à la fin sur une session de questions-réponses. Voilà, donc ça c'est dit. Donc ensuite, du coup, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, donc c'est vos projets et aussi vos projets en tant que femme. Est-ce que du coup, c'est compliqué aujourd'hui d'être entrepreneur féminin, oui, être entrepreneur et femme, pardon. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme challenge? Est-ce que ça a été facile, vos réussites, vos problèmes? Donc, je le répète, peut-être que tu pourras le dire un peu mieux que moi, Anne-Laure, mais du coup, Anne-Laure, pour l'instant, toi, c'est donc pas encore sorti ton projet, enfin, il est en construction active, mais du coup, vous pouvez pas encore retrouver l'application typiquement Voyager vacciné. Elle est encore en construction, voilà, c'est en cours de développement. Donc, voilà, ce que je disais au début, et je le répète aussi, c'est que du coup, on a du coup un point de vue projet, comment dire, projet qui va bientôt sortir et projet qui est déjà établi avec Anne-Laure. Voilà, avec Nelly, pardon, un projet qui est déjà établi. Voilà, donc quels ont été vos problèmes rencontrés, toi, en tant que projet tout neuf, peut-être, et peut-être en projet un peu plus établi, les deux points de vue, ça peut être intéressant de voir, je ne sais pas, peut-être vous donner des conseils à tout le monde, et comme ça, ce sera peut-être plus, voilà, plus simple. Alors juste par rapport à l'application, donc c'est pas encore Oui. sorti, mais ça va bientôt sortir. Mmh. Ça va sortir dans un mois. Et pour les informations, on a un site internet aussi. Ok. Donc par rapport au fait d'être une femme dans l'entrepreneuriat,
Donc moi, c'est encore assez neuf. Et puis au final, on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est au monde de l'entreprise en règle générale. Euh, pour moi, en fait, c'est pas dit, c'est assez insidieux. C'est-à-dire que les choses sont pas dites directement, que c'est parce que on est une femme qu'il y a des choses qui sont plus difficiles. Et puis, je pense que par rapport à moi, il y a peut-être des choses qui sont liées à mon âge. Donc, arriver à relier au fait que je sois les barrières que j'ai face à moi au fait que je sois une femme, je saurais pas vraiment dire. Ce que je peux dire, c'est que je pense que la difficulté, c'est de prouver sa légitimité. Donc, il faut un peu plus prouver ses compétences. Euh, mais moi, je vois pas de barrière comme ça directement. Par contre, c'est un petit peu plus long. Et voilà, je sais plus, je voulais dire un autre truc qui m'est sorti de la tête. Donc voilà, c'est surtout cette légitimité-là, je pense, qui est compliquée. Oui, et du coup, je voudrais nuancer aussi euh, en disant que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites par rapport à la direction d'entreprise. Donc ça, je pense que c'est une bonne porte ouverte aussi qui est intéressante. Nelly, vas-y, En fait, ouais, c'est ce que j'ai. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on parle d'entrepreneuriat au féminin, mais on parle surtout d'entrepreneuriat tout court. Mais il faut savoir que il y a 38% en fait des femmes entrepreneurs et seulement 12 en fait qui font de l'entrepreneuriat innovant. Et aujourd'hui, il y a 40% en fait des personnes-là en fait qui, quand c'est une femme, en tout cas, on ne dit pas qu'on est meilleur gestionnaire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle dépose moins le bilan que les hommes. Je pense que c'est lié surtout à deux choses. C'est qu'en fait, à la base, les femmes, au démarrage, voulaient souvent créer des entreprises déjà pour créer leur propre job et pouvoir allier en fait leur vie de famille et leurs obligations familiales avec la vie de femmes chefs d'entreprise en tout cas. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 12% des personnes qui créent plutôt des choses innovantes, qui ont plus d'ambition, etc. Et donc, du coup, il y a pas mal de structures aujourd'hui qui aident en fait à dépasser ce qu'on appelle le plafond de verre et de pouvoir avoir encore plus d'ambition et d'aller jusqu'au bout des ambitions. Et ça, c'est primordial. Imaginez si tout le monde en fait pourrait créer et aller jusqu'au bout de leurs ambitions, ça créerait tellement de jobs en fait, et du coup l'économie serait différente en tout cas. Et ça, c'est une réalité. Donc, avant de parler de difficultés en fait économiques, c'est plutôt des difficultés qu'on se crée à nous-mêmes. En fait, c'est des propres barrières. C'est de se dire comment je vais faire. Un homme c'est un peu caricatural, mais il va souvent plus lever des fonds, il va souvent plus aller de l'avant, du commerce, etc. Nous, tant que c'est pas parfait sur le papier, des fois on a du mal à y aller. Et ça, je pense que c'est une des barrières, en tout cas, des difficultés, non pas une barrière, mais une difficulté personnelle, caractéristique en fait de la femme en soi. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, la boîte, elle a 5 ans. On est un réseau en fait d'une trentaine de personnes. On a accompagné plus de 650 en fait collaborateurs dans leur mobilité. Les gens sont contents en fait de bénéficier de leur propre. Vous savez, c'était un service qui avant était dédié à des cadres dirigeants, des retours d'expatriés. Aujourd'hui, on l'ouvre à tous grâce au digital. Il est 100% financé en plus, donc du coup, donc il coûte rien en fait aux gens. Donc pourquoi ne pas s'en servir et plus la boîte elle grossit, qu'on soit en fait en ce qu'on appelle en amorçage ou en développement ou en structuration, les premières difficultés, c'est les difficultés qu'on a soi-même en fait, plus que les difficultés environnementales. C'est de se dire comment je vais faire pour prendre plus confiance en moi, comment je vais faire pour aller en fait ma vie perso, ma vie pro, mère de famille, etc. Et ça, en tout cas, il y a beaucoup de structures et moi, je sais que je fais partie de pas mal de réseaux de femmes chefs d'entreprise. J'ai été incubée dans un incubateur pour femmes. Alors, je ne suis pas féministe pour un sou, mais c'est important de ne pas être seule. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est quoi du coup vos conseils? Enfin, typiquement, Nelly, tes conseils et toi, peut-être tes freins, alors que tu peux avoir aujourd'hui, ou même tes conseils pour justement
ne pas se freiner hors d'être une femme, en fait, tout simplement en étant entrepreneur. Tout simplement, je pense qu'il y a des problèmes qui se recoupent pas avec tout le monde. Quels sont vos petits conseils, des choses comme ça, peut-être pas, comme tu le disais, pas baisser les bras et ne pas avoir trop peur de se lancer, mais du coup, je pense que ça va peut-être au-delà de ça. Je sais pas, quels sont vos conseils, toutes les deux? Du coup, je commence. Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est justement pour un peu dédramatiser le fait de créer une entreprise. Des fois, on idéalise ça et on dit qu'il faut forcément tout savoir. Alors non. Pour moi, il faut commencer quand on se sent prêt, quand on a un projet qui nous tient à cœur et accepter de ne pas tout savoir. Et puis en fait, on se rend compte qu'on apprend énormément de choses tout au long et il n'y a pas de drame parce qu'il y a énormément de gens qui sont là aussi pour nous aider. C'est vraiment un milieu où tout le monde écoute les conseils et du coup, c'est très motivant et très formateur. Donc ça, je pense que c'est important de se rendre compte de ça. Donc, quand j'ai commencé, je savais à peine ce que c'était un incubateur. Enfin, voilà, vraiment, j'avais pas du tout les mots. Donc, c'est vraiment important. Et aussi qu'il n'y a pas de profil spécifique. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir fait Bac+5 pour forcément pouvoir monter une entreprise. Il ne faut pas avoir fait tel type de formation. Je pense que c'est surtout l'envie et la motivation qui vont faire qu'on va savoir s'entourer, qu'on va savoir justement adorer en parler et apprendre des choses et petit à petit développer son entreprise comme ça. Donc moi, je dirais ça. Et pour rebondir en fait sur ce que disait Anne-Laure, mais être partie en VIE était quand même une bonne école en fait pour devenir demain en fait entrepreneur. Parce que quand vous partez en VIE, souvent on vous donne un job, vous allez dans un pays, vous partez avec votre valise, ok, vous avez une structure en fait. Bon, déjà vous avez un job, donc c'est déjà bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vous arrivez sur place et là, il faut que vous vous adaptiez, il faut que vous alliez vous dépatouiller, il faut être un peu débrouillard. Et l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu ça. Au démarrage, vous arrivez, vous ne connaissez rien et petit à petit, vous vous entourez des bonnes personnes. Vous allez chercher l'information là où les gens peuvent en fait vous l'apporter. Et les gens le font de manière hyper bienveillante. En plus, ils sont contents de vous donner un coup de main ou en tout cas de partager leur savoir. Et vous, en fait, vous mettez brique après brique pour que à la fin, ça devienne en fait une entreprise. Je pense qu'avant de devenir une entreprise, c'est surtout un projet que vous avez envie de porter, un projet avec lequel vous êtes, c'est soit une passion, quelque chose que vous avez envie de partager. Et du coup, petit à petit, avec l'enthousiasme, avec l'envie, avec le travail, avec beaucoup de travail, on arrive à créer des emplois et à ce que ça devienne à la fin une vraie entreprise et une vraie aventure humaine. Ouais, et peut-être aussi pour ajouter justement sur ce parallèle avec le VIE qui est très intéressant dans le sens aussi de l'inconnu. Il faut accepter qu'on ne sache pas forcément dans quelques mois exactement à quoi ça ressemblera. Et c'est un peu le concept de VIE. Quand on part dans un pays, on n'a aucune idée de à quoi ça va ressembler, de exactement notre environnement. Et pourtant, c'est très stimulant. Donc, voilà. Et quand on en revient, en fait, ça reste inoubliable. On en garde des souvenirs, en fait, extraordinaires. Et pour, je pense, pour le restant de ma vie. Enfin, en tout cas, moi, le VIE, il a vraiment été... oui, ça a été un démarrage, en fait. Et sans ça, par le VIE. J'en serais jamais là, en fait, aujourd'hui. Pardon ? Ah, il y a quelqu'un qui a son micro. Donc, du coup, je pensais que... non, mais le VIE, en tout cas, c'était... je pense que on le fait quand on est jeune et ça peut déterminer c'est pas le restant de sa vie, mais en tout cas une bonne partie, ça peut l'orienter. C'est une bonne carte de visite, donc après on peut avoir une expérience professionnelle plus enrichissante derrière, mais en tout cas ça peut donner des idées dans lesquelles les gens ont envie de continuer et toujours le faire avec passion. Je pense qu'il vaut mieux se lever le matin avec le sourire que se lever tous les matins en se disant mince, qu'est-ce que je vais encore faire de la journée, quoi. Alors, donc la question a été écrite. Est-ce qu'il y a des étapes, des clés que vous conseilleriez de suivre pour se sentir prête à un moment à se lancer et être sûre de notre projet? Donc, je pense que ça, on en avait un peu discuté ensemble. Et pour le coup, je pense qu'Anne-Laure, tu peux peut-être
dire ton avis là-dessus, mais Anneli aussi, hein, mais du coup, vu qu'Anne-Laure, tu n'as pas encore lancé officiellement, j'entends, ton projet, disons qu'il n'est pas encore sorti. Alors, donc après, c'est aussi très personnel en fonction du parcours de chacun. Je sais que pour moi, c'était une envie que j'avais toujours eue de monter un projet et d'avoir un projet en fait qui touche vraiment à des valeurs que je veux diffuser et qui a de l'impact. Donc ça, c'était toujours une envie, mais le déclic pour moi, ça a été le moment où j'ai vraiment trouvé le projet, où j'ai répondu à une problématique. Ce qui est important, c'est d'avoir un projet qui répond à une problématique. Donc vraiment, quel problème j'ai? Si moi j'ai eu ce problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent avoir le même problème. Et donc, on va essayer de trouver la solution pour que chaque personne résolve ce problème-là. Donc moi, à partir du moment où j'ai vraiment trouvé ce projet, où je me suis rendu compte que ça résolvait voilà, le problème, donc, il y a eu ça vraiment comme élément, donc ce qui m'a permis de me motiver sur ce projet-là spécifiquement. Et puis après, il y a eu l'environnement, c'est-à-dire que je suis rentrée du VIE fin mars. Donc, au tout début du confinement, je suis rentrée en express. Donc, je suis rentrée confinée et je devais retrouver un travail. J'avais ce projet en parallèle et je me suis rendu compte que c'était le moment où il fallait accorder plus de temps à ce projet-là. Donc, je me suis dit, les étoiles, elles sont bien alignées à ce moment-là et j'ai le projet qui me tient à cœur. Si je ne le fais pas maintenant, ce sera plus compliqué de trouver une aussi bonne opportunité. Donc, c'était un peu tout ça aligné qui m'a fait le déclic. Et pour toi, Nelly, du coup? Je pense qu'il y a pas de, enfin, comme le disait Anne-Laure, mais il n'y a pas de temps initial en fait. C'est pas à 18 ans on passe le bac et puis après la route elle est loin d'être linéaire et chacun le ressent en fait au fond de lui au moment où il se dit ok il faut y aller parce que comme le disait Anne-Laure, les étoiles sont bien alignées. Euh, Moi je l'ai fait, j'ai pas eu j'ai toujours eu cette envie en fait d'entreprendre, mais je l'ai pas fait à la suite du VIE. J'avais encore besoin d'expérience professionnelle, de assise financière aussi, parce que c'était un besoin personnel. Et je l'ai fait moi à la naissance, enfin quand je suis tombée enceinte en fait après la naissance de ma première enfant, enfin de ma première fille. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit bon ben du coup je ressentais plus les besoins de ma boîte, les valeurs. Enfin en tout cas je m'y projetais plus. Et je me suis dit voilà, moi j'ai eu ce problématique quand je suis partie en VIE. J'ai eu la chance en fait d'être accompagnée quand j'ai déménagé parce que j'ai eu à la suite du VIE la chance de travailler dans plusieurs autres pays, d'avoir toujours eu cette problématique et d'avoir été accompagnée pendant en fait pour trouver mon futur logement et qu'à un moment donné, ben, il faut y aller. Et donc si on n'y va pas à ce moment-là, on n'ira jamais quoi. Et voilà, il faut sauter dans le grand bain et vraiment, c'est une super aventure. Des fois un peu difficile, avec des moments de joie, des moments de réussite, mais c'est une aventure à vivre en fait et vraiment très personnelle. Enfin, de groupe, mais surtout, on apprend énormément en fait sur soi. Oui, c'est sûr. Donc après, pour revenir à la question, donc les étapes clés, je dirais pour résumer un peu, je pense qu'il faut vraiment avoir bien défini son projet et bien répondre à une question concrète. Après, si ça répond à des questions qui existent déjà, il n'y a pas de souci, je pense, mais c'est une question de dire bien avoir défini tout ça et bien avoir cadré. Est-ce que ça incombe aussi, ce que ça demande, parce que bon bah voilà, c'est pas aussi simple, enfin c'est pas simple non plus. Il y a aussi des choses, beaucoup de choses à penser et à faire. Et du coup, on a une autre question, mais on y répondra après. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en termes concrets, je pense aussi par rapport à Nelly, typiquement, une des étapes clés, enfin, une des choses à savoir aussi, c'est de bien réfléchir son projet, donc c'est ce que fait Anne-Laure aujourd'hui, et de le lancer quand il est mûr et qu'il est à terme, en fait. De ne pas le lancer immédiatement. Donc je pense que ça, c'est un petit sujet qu'on avait eu ensemble d'ailleurs en préparant ce webinaire. Et je pense que c'est important de le préciser pour tout le monde, c'est que quand on a une idée, c'est pas forcément dès l'idée qu'il faut le sortir, il faut vraiment mûrir les choses parce que du coup, il y a différentes choses qui sont liées à ça. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Enfin, c'est souvent en fait quand on a une idée, on se dit waouh, c'est l'idée la plus géniale du monde et donc du coup je vais pas en parler et je vais attendre et je vais le faire dans mon coin quoi. Et en fait, au contraire, plus vous en parlez, plus vous allez maturer votre projet, plus il va grandir, plus vous allez vous enrichir des challenges des uns et des autres.
Et quand ça sera prêt, eh ben, il faut commencer à créer la structure, il y a le juridique, il y a la compta, etc. Et ça, c'est vraiment important. Et comme tu le disais très bien, c'est mesurer le pour et le contre pour sa vie personnelle. On est tous à des moments, on a tous des parcours différents, des vies en fait personnelles. Il y en a qui ont des enfants, d'autres qui en ont pas, ça dépend de l'âge, etc. Et ça, c'est vraiment, voilà, ne vous mettez pas en fait en danger sans avoir pesé le pour et le contre. Parce qu'on a beau faire des BP sur 3 ans, 4 ans, ça se passe jamais comme ça. Oui, exactement. Après, faut pas non plus mûrir pour finalement ne jamais se lancer. Ah Il non. faut aussi accepter qu'il y aura des choses qu'on améliorera, que ce ne sera pas parfait dès le début, qu'on peut faire, on fait des premiers produits. Et le plus important, c'est de confronter au marché. Donc, c'est ce que tu disais, Nelly, en parler autour de vous, voir ce que les gens disent, ce dont les gens ils auraient besoin sur ce type de produit, faire des questionnaires. Donc, nous, je sais on a fait un questionnaire pour essayer d'avoir le maximum de réponses, vraiment se confronter au marché, essayer de faire un produit pour se confronter au marché. Donc, il faut mûrir le projet dans le sens avoir une problématique, la solution, une idée du business model, sachant qu'il évoluera aussi beaucoup, ce business model-là, mais vraiment avoir cette idée et du type de produit et ensuite se confronter au marché pour savoir vraiment si ce besoin-là, il est réel. Voilà, donc je pense que ça répond du coup à la question, une des questions qui a été posée en dessous. Comment définissez-vous un projet mûr? À quel moment avez-vous décidé que votre projet était suffisamment mature? Donc je pense que c'est ce que vous venez d'expliquer plus ou moins, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter. En fait, c'est vrai, il n'y a pas, y a pas de produit mûr ou mature. En fait, à un moment donné, il évolue. Et même aujourd'hui, en fait, où on part avec une idée, entre l'idée et la réalisation, c'est quand même différent. Mais à partir du moment, je trouve, à partir du moment où quelqu'un, en fait, est capable de sortir sa carte bleue pour acheter le produit, on se dit là, c'est bon, ça vaut peut-être le coup en fait de se lancer, que ça soit en fait un client, que ça soit un investisseur ou que ça soit un associé, quoi. Enfin, c'est vraiment à partir du moment où quelqu'un a envie d'acheter, il se dit bon, ok, je m'inscris. Alors par exemple, pour moi, ça serait est-ce que j'ai des utilisateurs qui vont en fait s'inscrire dessus? Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Est-ce que je vais réussir à les transformer? Comment ça va se passer? Le taux de rétention, etc. Ça, c'est vraiment donc souvent en entrepreneuriat, on dit faisons des landing pages, diffusons-les en fait sur les réseaux sociaux, voyons s'il y a de l'impact. Et quand à partir du moment où il y a de l'impact, ben, du coup, on essaye d'avancer dessus, on crée le produit, on commence à dépenser des sous, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut créer en fait sans dépenser beaucoup de ronds, quoi. Enfin, c'est vraiment, on fait tout un peu au démarrage à la débrouille, mais c'est important pour tester le marché. Et tester le marché, il est clé, quoi. C'est eux qui vont acheter le produit à la fin. Ouais. C'est eux qui vont vous serez en fait, vous aurez du chiffre d'affaires. Parce qu'à la fin, au-delà d'un projet, il faut que ça devienne une entreprise et que ça crée des emplois, que ça crée du chiffre d'affaires et du résultat. Alors, on va peut-être faire les questions-réponses maintenant. Je vous poserai les autres questions après. De toute façon, voilà, on va s'adapter. Parce qu'il y a il y a quelques questions quand même assez intéressantes. Donc, on va y revenir. Donc, on a une question pour Anne-Laure. Donc, j'ai aussi une idée pour une application et j'ai plusieurs questions sur ce sujet. Donc, est-ce que tu as embauché une IT entreprise pour faire l'application ou tu as utilisé des amis? C'est la première question sur les trois. Au final, pour l'application, on a travaillé avec une junior entreprise. Donc, en fait, dans les écoles, il y a des juniors entreprises qui peuvent effectuer des missions et qui, en fait, ont des prix vraiment moins chers qu'une agence, par exemple. C'est-à-dire qu'on avait fait appel à un devis par une agence de développement, c'était 3 fois plus cher. Les freelances, c'était aussi une option, mais on n'est pas tombé forcément sur. On a trouvé des étudiants de la junior entreprise plus motivés. On a vraiment regardé la motivation. Donc non, on n'est pas parti avec des amis. On a vraiment voulu faire un contrat et quelque chose de très carré, sachant que en fait mes associés, avant que je m'associe à eux, ils avaient déjà essayé de créer un produit avec un freelance justement, et ça avait été compliqué parce que pas forcément de cahier des charges, pas forcément de contrat. Donc en fait, c'est parti un peu dans tous les sens. Donc c'est quand même important d'avoir le projet assez précis en tête. Donc on avait aussi fait une maquette graphique. Comme ça, les développeurs, ils ne sont pas graphistes. Donc ça leur permet de savoir directement là où ils doivent aller. Donc c'était aussi beaucoup plus simple de travailler comme ça avec eux.
Donc, voilà. Alors, c'est marrant parce que nous, on a une app aussi et on a une plateforme numérique où on suit vraiment tout le projet de A à Z, en fait, le projet de mobilité, la définition du besoin, le quartier, les visites, etc. Et nous, on a tout fait en interne. On n'a pas du tout utilisé de freelance et ça nous a permis, en fait, d'être beaucoup plus agile, enfin, pas plus agile, mais en tout cas, comme on n'avait pas trop de cahier des charges au démarrage, on a fait les briques les unes après les autres. Et c'est vrai qu'il y a deux techniques et les deux sont tout à fait. Ça dépend des compétences qu'on arrive à avoir, en tout cas en interne ou en externe. Oui, c'est ça. C'est que nous, on aimerait beaucoup l'avoir en interne, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas les compétences et on n'a pas encore. Enfin voilà, après, ce serait l'objectif de rencontrer quelqu'un qui serait en freelance et qui pourrait être intégré parce qu'on est d'accord qu'avoir un développeur qui puisse faire les modifications très rapidement, c'est très intéressant. Ouais. Ok, donc la deuxième question de cette première question, c'était donc le financement du projet. Est-ce que tu as utilisé des investisseurs ou ton propre capital ou emprunt par la banque? Quelle est l'échelle de capital initial qu'on doit avoir pour créer une application? Pour l'application en tout cas. En fait, je ne pourrais pas donner de budget pour une application, ça dépend tellement de la technologie, du code, du système d'exploitation, ça dépend d'énormément de choses. Donc, il n'y a pas vraiment de budget précis que moi, je pourrais donner. Au niveau du financement, on est parti sur fonds propres, donc avec mes associés, parce que au niveau des financements, faire des demandes de financement sans avoir un premier produit, c'était un peu compliqué. Donc notre objectif, c'est de sortir le premier produit et de justement faire cette demande de subvention, donc prêt à la BPI, subvention à la région. Quand le premier produit il est sorti, qu'on a déjà eu les utilisateurs, donc on a justement déjà ce premier retour de marché autre que juste un questionnaire. Et toi, nous, Nelly, nous, on a. Alors, dès le démarrage, je me suis allée chercher des fonds, par contre, enfin, pas des fonds financiers, mais je suis allée voir la BPI. Et on avait obtenu, donc je suis à Lyon, et il y a un programme qui s'appelle Innovisi qui permettait de faire des études de faisabilité et des études technologiques. Donc c'était 11 000 euros en fait au tout démarrage qui nous a permis en fait de sortir les premières études en fait de faisabilité et technique. Ensuite, on a obtenu la bourse French Tech. On travaillait avec 4 laboratoires de recherche, donc du coup en sociologie, en psychologie et en informatique. Et on a eu le montant maximum de 30 000 euros en fait, qui nous a permis de créer le POC avec nos développeurs en interne. Et ça, on a vécu sur le premier POC pendant au moins, je sais pas, 2-3 ans, quoi. Au moins 3 ans, au moins 2 ans. 2 ans. Et après, en fait, on a commencé à mettre des pages de partout. Enfin, mais en tout cas, le côté client a été beau et ça n'a jamais gêné personne que le bac en fait était différent. Et après, pour tout ce qui était R&D, on a gagné aussi un appel à projet de la ville, donc qui s'appelle Intelligence des mondes urbains, où on a pu avoir 2 postdocs à temps plein pour créer les algorithmes en fait de recommandation des quartiers, financés par ce label d'excellence. Et tout ça, plus des fonds propres, bien entendu. Et tout ça, ça nous a permis, plus des prêts. Et ça nous a permis d'être indépendants financièrement, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin en termes de financement de leveurs de fonds. Voilà, donc pensez-y, faites plein d'appels à financement auprès de la région, ville, des projets qui sortent. Il y en a énormément qui sortent partout, même en fait des villes spécifiques, comme le disait Nelly, qui est à Lyon, ou Anne-Laure qui est à Paris. Il y a beaucoup de choses qui se font sur beaucoup de sujets en fait. Donc pensez-y. Donc voilà. Et donc la troisième question de cette première question, c'était. Attends, juste pour rebondir, on a aussi fait pas mal de concours. Il y a un des concours qui nous a lancé parce qu'en plus en fait des financements publics, il y a des concours, il y a des grosses entreprises qui lancent des concours. Et nous en fait on a et c'est ça qui a vraiment lancé l'entreprise. On avait fait un concours chez ArcelorMittal, ça s'appelle le prix des innovateurs, des jeunes innovateurs. Et ça nous a permis, donc on a été finaliste, on a gagné, et au-delà en fait de gagner un chèque, ils nous ont surtout donné une usine où on a pu accompagner tous leurs salariés de cette usine. C'était une usine en fait à Fos-sur-Mer, donc ils nous ont donné un contrat de business, et ça c'est ce qui nous a vraiment lancé pendant cette année. Donc avant d'aller chercher que des subventions, des prêts, aller chercher du business en fait. Ça c'est vraiment c'est un peu clé. Donc,
Merci pour la Merci. précision. Du coup, la dernière question, c'était est-ce que tu as fait une licence, un brevet pour l'application? Donc, ça vaut pour vous deux, en fait. Donc nous, il n'y a pas de, non, il y a pas de brevet, il y a juste le dépôt du nom. Il n'y a pas de brevet parce qu'on est sur de la synthèse d'informations. On est sur du rassemblement d'informations, donc on n'a pas de brevet à déposer. Puis sur la technologie, en fait, sur le numérique, ça va tellement vite que c'est très difficile. Enfin, on, on dépose peu de brevets, quoi. On peut déposer ça s'appelle de la propriété intellectuelle pour dire, ben voilà, il y a Oui. ça, mais c'est très difficile de déposer des brevets sur des applications numériques. Voilà, donc ça c'était pour la première question avec les 3 sous-parties. Donc merci de vos réponses du coup. Ensuite, on a eu une question. Vous êtes-vous donné une timeline du type je me donne 6 mois pour vivre de mon projet, si je n'y arrive pas, je renonce et je redeviens salarié. Et donc du coup, pour Nelly, ça a pas, enfin je pense que du coup tu t'étais donné une timeline, mais ça a fonctionné. Pour Anne-Laure, pour l'instant, c'est encore, enfin, tu l'as pas encore sorti la chose concrètement, mais je pense que tu t'es donné aussi une timeline. Enfin, du coup, voilà, je vous répondais, allez-y. Oui, bien sûr. Personnellement, je me suis donné une timeline parce que donc actuellement, j'ai le chômage là, et ça ne va pas durer pendant 10 ans. Donc, mon objectif, c'est de me laisser 1 an et demi pour voir les premiers justement retours et possible. Enfin, est-ce que c'est possible d'avoir un salaire en fonction du chiffre d'affaires? Donc oui, bien sûr, je me suis mis une timeline et si j'ai plus le chômage, je ne peux pas continuer à développer ce projet-là. Je pense que la timeline, on se la donne tout le temps, en fait, que ce soit au démarrage ou même par la suite. Et au-delà, en fait, de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect de est-ce qu'on se sent les épaules pour, est-ce que l'investissement, en fait, est adéquat, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose, de réintégrer, en fait, une grosse structure et d'être accompagné, de repartir dans une structure, quoi. Et je pense que tout au long du temps, mais même moi aujourd'hui, après 5 ans, hein, il y a des fois où je me pose la question. Je me dis, ah ben tiens, qu'est-ce que ça serait bien d'avoir mes 5 semaines de vacances, mes jours de RTT, mon salaire tous les mois. Alors qu'en fin de compte, quand vous êtes chef d'entreprise, tous les jours, vous vous posez la question du chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, dans combien de temps, etc. Et dans une incertitude ou dans un contexte économique comme le Covid aujourd'hui, on se dit, on passe beaucoup de temps et d'énergie pour se dire que demain, peut-être que le gouvernement dira que tout est fermé et que du coup, on n'aura plus du tout, voire plus rien, quoi. Et ça, ouais, on se pose tous les jours la question. Après, comme tout, il faut peser le pour et le contre de chaque situation. Et puis dans tous les cas, c'est toujours possible aussi parce qu'après, chacun son parcours. Et il n'y a pas, je pense qu'il y a pas non plus trop de blocage au niveau des entreprises parce que ça amène une vision différente des choses. Donc, dans tous les cas, c'est possible en fait. Ouais, et puis c'est surtout très valorisé aujourd'hui de monter en fait un projet entrepreneurial, de se dire que pendant la période en fait où on a le chômage, on peut commencer et ça amène en fait un certain dynamisme. Aujourd'hui, c'est pas parce que la boîte elle marche pas qu'on va pas retrouver un nouveau job en fait, loin de là. Donc l'échec est permis de plus en plus, alors qu'il y a quelques années c'était beaucoup plus compliqué, c'était pas dans les cultures et pas dans les mœurs. Donc c'est ce que j'allais ajouter. Oui, il faut pas penser que si votre entreprise ne fonctionne pas, que c'est un échec. C'est juste que peut-être c'était pas le bon moment et peut-être que ce sera pour plus tard. Donc c'est pas du tout un échec que ça fonctionne pas. Mais du coup, ça répondait à la question. Ensuite, j'ai une autre question. Donc, des conseils pour bien s'entourer. Quel cercle avez-vous rejoint? Des sites pour networker? Donc, Nelly, tu l'as un peu évoqué, mais du coup, peut-être préciser un peu plus. Alors, au tout démarrage, en tous les cas, je sortais de plusieurs grosses entreprises. Donc, pour moi, c'était impossible de créer une entreprise seule et de ne pas être accompagnée. Donc, j'ai directement intégré le réseau en fait, des premières, qui est en fait un réseau c'est un incubateur au féminin, donc c'est regroupé que des femmes à l'intérieur. Et à l'intérieur, en fait, vous avez à la fois du coaching et à la fois en fait des ateliers collectifs. Donc, ça permet de pouvoir échanger comme là, on peut le faire. On l'a beaucoup fait, en fait, pour préparer le webinaire avec Anne-Laure, mais de pouvoir échanger les bonnes pratiques, de se dire on n'est pas seul, de se soutenir aussi dans des périodes un peu compliquées et de se féliciter dans les bons moments.
et de passer des bons moments aussi autour de verres qu'on peut boire, des apéros, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à cause du Covid. Une fois que la boîte elle grossit, vous avez plein d'autres. Après, en fait, nous on a intégré donc, ce qu'on appelle le Tuba en fait à Lyon, ce qui est un tiers-lieu soutenu par des grosses entreprises et où ils sont là pour émerger les innovations de demain. Donc là, ça nous a permis de rencontrer plusieurs autres entreprises, de faire partie de réseaux qui nous ouvrent en fait des portes qu'on n'aurait peut-être jamais pu ouvrir seul en fait quand on n'a pas trop de réseau. Et une fois que la boîte elle tourne bien, du coup, on a fait partie. Il y a plein d'autres structures comme Réseau Entreprendre, RDI, donc nous, on n'a pas fait ce choix-là, mais après, nous, on a fait partie des femmes chefs d'entreprise, où là, il y a vraiment des femmes chefs d'entreprise aguerries, des gens qui, en fait, ont des boîtes de plusieurs millions, voire des milliards d'euros, et donc là, elles vous apportent leur expérience, et le networking, en fait, il est vraiment important dans ces moments-là, à la fois tant pour du réseau que pour du partage d'expérience. Donc au final, tu es plus dans des réseaux spécifiques de femmes? Non, j'ai fait partie en fait, là je fais partie du club en fait RH de la Pardieu où j'anime l'atelier RH. Je fais partie de réseau de femmes, ça c'est sûr, mais du coup j'ai aussi pas mal d'autres réseaux. Là je suis au Village Baïséa qui est un autre réseau où en fin de compte c'est un accélérateur où on voit d'autres entrepreneurs. Il y a énormément en fait de réseaux. Alors moi c'est quelque chose où je me sens bien parce que ça m'enlève en fait de mon quotidien en fait de structuration d'entreprise, de manager, hein, et donc faire partie de ces réseaux, se retrouver avec des pairs, c'est tout aussi important. Ouais. Je parlais là spécifiquement des réseaux de femmes chefs d'entreprise parce qu'on est sur l'entrepreneuriat au féminin, mais non, je fais partie de plusieurs autres réseaux. D'accord. Parce que moi, c'est vrai que c'est une de mes problématiques à aujourd'hui. Donc, moi, on est dans un incubateur. Donc, oui, il y a le réseau de l'incubateur. Mais au final, j'ai commencé au moment du premier confinement. Donc, en fait, je fais tout à distance depuis fin mars. Donc, au final, même ce réseau d'incubateur, c'est très difficile d'arriver à le faire vivre, à arriver à vraiment networker parce que oui, on fait des ateliers, mais il n'y a pas ce lien-là, ce lien du café, du croissant. Donc, c'est assez difficile de créer vraiment un réseau assez proche. Après, l'avantage, c'est qu'on est 3 associés. Donc, après aussi, chacun amène ses réseaux. Donc, ça permet qu'on a pu avoir pas mal de retours d'expériences de différents types de personnes. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est vrai que à aujourd'hui, c'est ce qui manque, créer ce réseau-là et créer ces événements-là pour un peu faire stimuler un peu son projet, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr, mais il y a surtout des réseaux en fait à chaque étape du projet. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en fait, où on fait moins d'événements physiques, ça peut être plus compliqué de créer le lien. Euh, mais des fois, c'est juste, bah, tiens, j'ai envie de faire ça. Bah, quelqu'un d'autre vous dit, bah, tiens, tu devrais contacter un machin parce que du coup, il l'a déjà fait ou il peut t'appeler quelque chose et on prend son téléphone et on les appelle. Et ça, les gens sont toujours hyper bienveillants et, et le font je pense, avec plaisir en tout cas. En tout cas, moi, quand ça m'arrive, en fait, je le fais vraiment avec plaisir. Je pense que c'est un peu réciproque, ça c'est sûr. On a eu donc une autre question qui nous demandait avez-vous des lectures qui vous ont aidé dans le lancement de votre projet, etc. Oui. Moi, j'en avais deux. Le premier, c'est le Lean Startup. C'est vraiment un livre que pour un entrepreneur, c'est important de pouvoir le savoir, de lancer une idée, le faire le plus lean possible, en fait. Et après, de le lancer assez rapidement. Et le deuxième, c'est la semaine des 4 heures. La semaine des 4 heures, c'est ce qu'en fait, tout le monde rêve, c'est de se dire, bah, si demain je travaille que 4 heures, mais que j'arrive à générer du revenu et que je peux passer toute ma vie en fait sur une plage, pourquoi en fait je me donnerai pas la possibilité de le faire en tout cas. Oui, pour moi aussi, il y a eu deux livres assez différents. Il y a le livre Effectuation, en fait, qui permet de comprendre que c'est justement possible de faire des erreurs et qu'on apprend au fur et à mesure. Et en fait, ça raconte plein d'histoires. Et ce livre, il permet vraiment de se dire, ouais, ok, peut-être que je peux me lancer. Et le deuxième, c'est le business plan pour les nuls. Ok. C'est vrai que celui-ci est important aussi.
Merci pour ça. Donc, j'espère que vous l'avez noté de toute façon. Donc, je le répète, là, on est en train d'enregistrer ce qu'on est en train de raconter. Donc, si jamais vous avez besoin de retourner sur les réponses et d'avoir les références si vous ne les avez pas notées, ce sera en replay sur la chaîne YouTube du club. Donc, ça va aller. Toutes les informations seront disponibles quelque part. Donc, on a une autre question. Alors, pour rebondir sur les propos de Nelly, est-ce que les rapprochements avec d'autres entreprises souvent plus solides sont plutôt perçus comme une opportunité ou une menace? Est-ce que se faire racheter est un objectif pour vous? Voilà, il y a eu 2 questions. Voilà. Alors, les rapprochements avec d'autres entreprises, ça dépend lesquelles. Je pense qu'il y a des entreprises, alors ça dépend de la taille et ça dépend du secteur. Donc, je vais vraiment séparer la réponse en deux. Je pense que quand on veut se rapprocher d'une entreprise, d'une autre start-up, il faut vraiment que les deux soient complémentaires et que les deux fondateurs des deux entreprises se comprennent bien pour connaître les objectifs de chacun. Parce que sinon, ça peut vite devenir une guerre d'ego ou de se dire ah, l'autre, il m'a pris mon business, machin et tout. Et donc là, c'est vraiment vu comme une menace, quoi. Alors qu'en fin de compte, l'objectif à la base, c'est de se rapprocher pour des fois aller juste plus vite. Le rapprochement avec des entreprises plus grosses, du type, donc nous, on est financé par Action Logement, par les cotisations des entreprises. Et ça, je ne serais jamais. Enfin, si je n'avais pas gagné, par exemple, ArcelorMittal, donc le concours, donc je me suis rapprochée d'eux sans me dire, ils vont prendre mon idée, etc. On n'aurait pas réussi à se faire référencer chez Action Logement pour obtenir cette subvention et donc pouvoir aujourd'hui le proposer à tout le monde, d'être indépendant financièrement, de pouvoir développer la plateforme et toute la R&D avec le coût qui en est, et créer des emplois comme aujourd'hui on peut le faire. Donc le rapprochement avec des entreprises de cette taille-là ne peut être que bénéfique parce qu'elle vous amène une image, elle vous aide à vous structurer, elle vous challenge et ça peut être qu'une opportunité. Ça c'est sûr. Avec des boîtes de la même taille, il faut être. Moi, je communique beaucoup avec des pairs, avec d'autres chefs d'entreprise, dont un autre qui s'appelle Cadre de Vie, où on a à peu près le même business. Et en fin de compte, aujourd'hui, on répond à des appels d'offres ensemble. Parce qu'en fin de compte, on est complémentaires et qu'à deux, en fait, les appels d'offres, on peut y répondre parce qu'on a une taille en fait suffisante pour que les appels d'offres nous soient en tout cas lus. Alors que quand vous êtes tout petit, personne ne vous lit, quoi. Ça, c'est sûr. Je vois la deuxième, est-ce que me faire racheter est un objectif pour moi? En fait, dès le départ de la création de la boîte, mon seul objectif, c'était essayer de rendre service aux gens et essayer de créer des emplois. Et donc aujourd'hui, à la taille où elle en est, et je ne sais pas jusqu'à où je pourrais l'amener en tout cas, si je me faisais rapprocher en fait d'une autre structure plus grosse qui permette en fait d'aller ou d'accélérer pour apporter en fait du plus à Home in Love et de l'amener à l'ambition qu'on a pour elle, je le ferai. Je le ferai, mais pas pour moi, plutôt pour les collaborateurs que j'ai, leur donner en fait plus de projets, s'internationaliser par exemple, être beaucoup plus présent. Alors, on fait, nous, la France complète aujourd'hui, mais peut-être accélérer encore plus vite. Proposer tous les services aux VIE, non pas seulement les VIE rentrants, mais les VIE, par exemple, sortants dans chacun des pays. Enfin, on a plein de projets et quand on est entrepreneur, en tout cas, on a envie en fait d'entreprendre encore. Ouais, je pense que la question principale, c'est pas je vais faire un produit pour qu'il soit racheté, mais c'est une des possibilités. En fait, à partir du moment où justement on croit à son produit et qu'on a les valeurs qui sont importantes et l'impact qu'on veut par rapport à notre produit, après, le moment arrivera où ça sera une possibilité. Voilà, mais plus dans ce sens-là. Ok, donc pour l'instant, il n'y a plus de questions. Si vous voulez en reposer, allez-y, il n'y a pas de souci, le chat reste ouvert. Donc, on va peut-être reprendre sur la dernière phase, du coup, vu qu'on a fait les questions-réponses un peu avant, voilà. La dernière phase de cet échange avec, du coup, vos conseils. Donc, on en a déjà parlé plus ou moins, mais est-ce que vous aviez des idées reçues, peut-être, des conseils plutôt plus précis, je ne sais pas. Et voilà, oui, des conseils, des idées reçues, voilà, comment répondre à tout ça. Les idées reçues, je pense que j'avais justement, c'était il faut tout savoir et je ne connais rien à ce milieu.
Mais en fait, si on n'y met pas les pieds, ben, on ne saura jamais. Donc, donc moi, c'était vraiment cette idée reçue-là où au début, voilà, moi, ça faisait un moment que je voulais être entrepreneur, mais je me disais, chaque fois, j'entendais, quand je regardais des vidéos, des trucs, j'entendais des mots, je me disais, ah, mais je connais pas ça, je pourrais jamais être entrepreneur. Bah, non, c'est une idée reçue. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, et accepter et savoir que les erreurs font partie du parcours. Parce qu'en fait, depuis qu'on est tout jeune, on grandit un peu dans ce truc, il ne faut pas faire d'erreurs. L'entrepreneuriat, c'est autre chose, c'est justement les erreurs nous permettent de nous améliorer. Donc vraiment, y a pas, on sort une application, elle est parfaite et on ne la change plus jamais et on gagne des millions. Ça n'existe pas. Donc c'est normal qu'on fasse des erreurs et qu'on les améliore et c'est comme ça qu'on trouve le produit idéal. Et pour vous dire à ce que disait Alain, mais il faut vraiment, moi je pense que le plus gros conseil, c'est vraiment de vous écouter vous, en fait, de se dire, si vous en avez envie et que vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Euh, et et, et n'écoutez pas, en fait, tous les gens un peu négatifs autour de soi, qui peuvent dire, oh non, mais pourquoi tu quittes un job super bien payé dans une super grosse boîte et pourquoi tu vas te mettre à risque, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Souvent, les gens, en fait, ils projettent leur propre peur sur vous, en fait, et du coup, des fois, ça peut influencer, alors qu'en fin de compte, vous devez plutôt vous en nourrir pour dire, bah oui, mais moi, je me sens capable, mais je vais y arriver. Et vous êtes arrivé à faire plein de choses, partir en VIE alors que la concurrence est quand même rude, se dépatouiller sur place, réussir, en fait, à revenir, avoir un job. Et du coup, c'est se dire, s'écouter soi-même pour vivre, en fait, une aventure qui est vraiment extraordinaire et qui, je pense, mérite d'être vécue avec les hauts et les bas, en fait, que ça peut allier. C'est primordial. Il y avait quelque chose, il me semble que c'est dans le livre Effectuation que j'avais lu justement pour rejoindre un peu ça. C'est si faut pas s'attendre à ce que tout le monde d'un coup dise oui, ton projet c'est super et puis vas-y. Euh, non, c'est-à-dire que si justement tout le monde est positif, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà. À partir du moment où on fait quelque chose d'innovant, il y a forcément des gens qui auront des critiques et qui diront c'est pas forcément le bon moment. Mais il faut aussi l'accepter. Il faut s'entourer en fait que des gens qui croient en vous et qui croient en fait au projet. Vous Exactement. amenez en fait de l'énergie positive parce que on a besoin en fait de cette énergie au quotidien pour y arriver. Ouais. Ok, et on a eu une dernière question. Oui, ce sera la dernière. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que l'influence des entreprises qui gravitent autour de vous est juste inspirante ou est-ce que ça peut représenter des contraintes par rapport à ce que vous aviez comme trajectoire? Alors moi, j'inspire énormément de webinaires. Ce matin, j'étais avec Thierry Rouquet, en fait, qui est un multi, en fait, entrepreneur et qui sont présents. Je pense que quand il faut écouter, en fait, les uns et les autres, il faut prendre les plus, en fait, des uns et laisser les moins. Chacun a son expérience, chacun le fait avec ses sentiments et avec surtout son intuition. Et quand on est entrepreneur, on n'est pas un simple salarié, on a vraiment une responsabilité de chef d'entreprise pour des salariés que vous portez ou pour demain créer de l'emploi. Et ça, je pense que c'est primordial. Donc, est-ce que c'est inspirant? Bah oui, il faut que ça devienne inspirant et tout ce qui est contraignant, bah vous le laissez. C'est un peu méchant, mais vous le laissez un peu de côté, vous le prenez, vous voyez le plus, vous essayez de l'adapter à vous, à votre propre personne, pour qu'en fait la sortie en devienne vraiment positive. Ouais. Et c'est comme ça que moi j'agis et je fais beaucoup de repas en fait avec qui a un chef d'entreprise en fait inspirant, qui a des millions en fait de salariés par exemple, ou même ne serait-ce que des centaines. Moi c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant et quand ils ont des conseils, je les écoute vraiment avec plaisir parce que ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet de ne pas recommencer les erreurs en fait qu'ils ont fait et chacun en fait a ses domaines en fait d'expertise. Vous pouvez pas tout connaître. Pas possible. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de monter un réseau, on a quelques difficultés parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Hein. Donc du coup, je me suis entourée, en fait, je parlais énormément avec l'ancien DG d'Orpi pour savoir comment il a fait, les problématiques qu'il a, comment il fait pour gérer ça, comment il fait pour animer en fait les gens, les fédérer, faire des webinaires, etc. Et ça, j'en aurais plein d'autres, des anecdotes comme ça, mais entourez-vous en fait de bonnes personnes. Tout ce qui est inspirant, vous le prenez. Tout ce qui est contraignant, en fait, vous y réfléchissez et vous jugez si c'est bien ou si c'est mal pour vous et votre entreprise.
C'est ça. En s'appuyant sur les valeurs en fait qu'on veut transmettre. À partir du moment où on garde cette base, ensuite on sait le gros de là où on veut aller. Et puis après, il y a différentes façons d'y aller. Et donc, je pense que rencontrer ces gens-là et écouter, ça nous montre différents chemins possibles. Après, il n'y a pas un chemin idéal. C'est à nous de choisir le chemin qu'on veut emprunter. Et souvent, en fait, un entrepreneur, il est intuitif. Vous le sentez, en fait, au bout de vous. Vous le sentez quand c'est le bon démarrage, quand c'est bon pour vous, quand en fait il faut se lancer, quand il faut en fait prendre moins de risques et quand c'est le bon moment. Et c'est cette chance d'être entrepreneur, d'avoir cette liberté en fait de faire comme vous le sentez, quoi. Et d'en prendre les conséquences pour. C'est une bonne solution, ben, les bonnes conséquences elles sont là. Si on est une mauvaise, vous essayez de rectifier le tir. Alors, on a eu 2 autres petites questions, donc on va essayer d'y répondre rapidement. Donc, comment concilier vie pro et vie perso en tant qu'entrepreneur? Ça, c'est, je pense comme tout. Donc, Ah oui, ça c'est comme tout. Alors, vas-y, je te laisse. C'est-à-dire que moi, donc, en plus, je fais tout de la maison donc depuis 1 an. Donc, pour être honnête, pour le moment, mon bureau, c'est la maison. Donc, la délimitation, elle est pas évidente. En plus, j'ai pas d'enfant. Donc, c'est pas tout à fait une question qui, pour le moment, que je me suis vraiment posée à moi-même pour le moment, quoi. Ah ouais, j'ai 2 enfants qui ont 5 ans, enfin 4 ans et 7 ans. Et comment je concilie la vie pro et vie perso, j'y arrive mieux maintenant. Mais en fait, je suis tellement passionnée par ma boîte, par ce qu'on crée, par les équipes, par les gens, par, je sais pas, l'atmosphère qu'on a, que du coup, euh, voilà, je peux travailler jusqu'à minuit, comme aujourd'hui, je peux cet après-midi me dire, bah, je vais aller me faire un massage, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de vie pro, vie perso. Tout est un peu mélangé. Quand je pars en vacances, bah, du coup, je pars, mais je déconnecte très rarement et je ne le fais pas par non-volonté, en fait. Je suis hyper contente, en fait, de voir que les équipes, elles marchent bien, de voir, en fait, qu'il y a des utilisateurs qui arrivent, qu'on reloge des gens. Donc, je disais ça, en fait, à un de mes collaborateurs. Je lui dis, mais ce qu'il me disait, tu travailles tout le temps, Nelly. Et je lui dis, mais je ne travaille pas, en fait. Je le fais tellement avec plaisir et que c'est tellement devenu une passion que, du coup, je ne le vois pas comme une contrainte. Et ça, c'est clé parce que je préfère en fait vivre comme ça, m'octroyer le temps en fait quand j'en ai envie, quand je me sens pas bien, et donner l'énergie quand j'ai de l'inspiration et rebooster les équipes. Pour moi, voilà, les deux sont vraiment liés au jour le jour. Et une chose aussi sur la vie, parce que j'ai appris ça il y a pas très longtemps, c'est que le chef d'entreprise, en fait, juridiquement parlant, quand il est mandataire en fait de l'entreprise, il n'a pas, quand il est président d'une SAS, donc nous on a une SAS, il n'a pas de vacances. C'est pas dans le contrat en fait. Donc du coup, à la base, ça veut exactement tout dire. Ça veut dire que vous vous octroyez le temps que vous voulez quand vous en avez besoin, parce que quand vous avez besoin de reprendre de l'énergie, mais vous n'avez pas les 5 semaines de vacances comme un salarié. Vous gérez votre temps comme vous voulez et c'est ça la liberté aussi. Et j'avoue que pour moi, au début, ça, c'est une vraie différence par rapport à quand on est salarié. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à ne pas culpabiliser par rapport à ça. Parce qu'en fait, travailler et faire quelque chose qui nous plaît, on a l'impression que c'est un à côté. Parce que moi, pendant mon VIE, c'était un à côté. Et donc, je culpabilisais en fait de ne pas chercher de travail. Parce qu'en fait, je travaillais sur ces projets, je ne voyais pas ça comme du temps de travail. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. Et vous apprenez aussi en fait à vraiment utiliser le temps là où vous êtes efficace. Moi, je suis assez efficace en fait entre 10h et minuit. Alors, c'est mon timing, les enfants sont couchés, je suis hyper contente. Mais par contre, à 6h, en fait, je vais récupérer mes enfants, je les fais manger, on passe du temps ensemble jusqu'à en fait qu'ils se couchent. Et ce temps-là, en fait, ouais, vous jugez votre temps comme vous le sentez. Et par contre, c'est vrai que, enfin, je vais pas cacher, hein. Je suis désolée, je vais pas cacher que pour monter un projet, ça demande beaucoup de travail et d'investissement personnel. bien sûr. Que ça se fait en claquant des doigts. Ça serait mentir. Donc, la dernière question, du coup, ce sera la vraie dernière. Et puis, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pourrez retrouver Anne-Laure et Nelly. Enfin, vous pourrez échanger avec elles, je pense, avec plaisir sur, vous l'avez compris, elles sont très ouvertes sur leurs expériences, etc. Donc, vous pourrez retrouver leurs contacts
sans souci et poser toutes vos questions. Donc la dernière question, comment avez-vous trouvé vos associés pour justement s'entourer des bonnes personnes et ne pas se lancer forcément seul dans l'aventure? Donc Anne-Laure, si tu veux. Donc, moi, pour ma part, je les ai trouvés sur un site qui s'appelait Start Square. En fait, c'est un site où chacun propose ses projets et demande les compétences qui leur manquent. Donc, je les ai contactés via ce site-là. Il y a plusieurs autres sites aussi qui existent de recherche d'associés. Donc, il y a pas mal de choses qui se font là-dessus. Moi, je suis associée avec un data analyst et je l'ai rencontré à une soirée. Comme d'ailleurs, en VIE, on fait beaucoup de soirées. En fait, quand on est entrepreneur, on fait aussi beaucoup de soirées. Et j'allais en fait beaucoup à des webinaires, donc à des soirées en fait sur comment apprendre la data, comment apprendre à coder, parce que je me suis dit, je vais tout apprendre et je vais réussir à tout faire toute seule. Et un jour, en fait, on s'est retrouvés en face et on a dit qu'on allait commencer à essayer de travailler sur un projet commun. Pour s'entourer en fait des bonnes personnes, on ne les trouve pas en fait du jour au lendemain. Et la clé, c'est vraiment la communication. Il faut communiquer en fait, je savais, communiquer au quotidien, voir comme dans un couple. Je pense que je passe encore plus de temps avec lui que peut-être pas plus qu'avec mon mari, mais en tout cas, je passe un certain nombre de temps et de soirées en fait avec lui pour comprendre en fait le pourquoi il le fait, pourquoi il veut créer une entreprise, c'est quoi ses valeurs, est-ce qu'on va dans la même direction, comment on peut faire pour améliorer en fait la boîte. Et c'est surtout dans les moments les plus compliqués qu'on sait que c'est la bonne personne. Mais comme dans un couple, en fait, on peut l'être en fait. Oui, et puis il y a une période de test aussi. Il y a une période où on essaye, on voit si ça fonctionne, on voit si on arrive à être aligné, à prendre des décisions communes. Et puis ça marche pas, ça marche pas. Encore une fois. C'est vraiment naturel en fait de pouvoir dire les choses comme elles le sont. On peut pas toujours le faire en entreprise quand en fait on a un manager, le manager nous dit ça, les directions sont différentes et donc du coup on essaye en fait de le faire quand vous êtes entrepreneur, que c'est votre responsabilité, vous pouvez en fait vous permettre de le dire. En revanche, vous en prenez les conséquences. C'est une bonne idée, ça marche. C'est une mauvaise idée, on essaye de rectifier. C'est sûr. Mais on peut le trouver de partout, les associés. Merci en tout cas. Pour le reste des questions, si jamais vous en avez d'autres, comme je vous le disais, vous pourrez contacter Nelly et Anne-Laure directement, tout simplement. Vous pourrez échanger directement et du coup, on va clore ce webinaire pour aujourd'hui. Il est 13h36, on a un tout petit peu dépassé, mais je pense que ça va quand même. Et puis, je vais remercier quand même Anne-Laure et Nelly pour leur retour d'expérience qui était très, très enrichissant et inspirant. Merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment super sympa de partager ce moment avec vous. Et puis, du coup, on n'oublie pas les TTI, les Trophées des talents internationaux. Et du coup, ce sera aux membres du club de voter sur vos projets, justement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires, conférences, événements, tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup Camille en tout cas pour l'organisation et merci à vous tous d'avoir posé beaucoup de questions. C'était très, ça rendait en fait l'interaction, même si on ne vous voit pas, beaucoup plus agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.